Salut, bienvenue dans Arte Journal Le Mag, 13 minutes pour un tour du monde de l'actualité, c'est parti. Nous vous expliquerons pourquoi le constructeur automobile Volkswagen a triché au test anti-pollution. Nous partirons ensuite au Cameroun où une entreprise essaye au contraire de sauver la planète, elle transforme des feuilles de maïs en charbon bio. Et puis nous partirons à la rencontre de loups dans les Alpes en Italie. Mais d'abord, petit détour par l'Inde. Vous le savez sûrement, avant l'Inde était britannique. On a tendance à oublier qu'une partie de l'Inde était française. Jusqu'en 1954, la France avait une colonie là-bas, sa capitale, Pondichéry. Une ville où l'influence française est toujours palpable et où vivent encore beaucoup de Français, comme Christelle qui vient de se lever. Christelle, tu travailles, c'est l'heure d'aller à l'école. Je m'appelle Christelle, je suis en 6e 2, j'ai 10 ans et demi et je vis en Inde avec ma mère, mon père et mon grand frère. Ma mère, elle vient de France, donc elle parle le français et mon père, il est indien. Chaque matin, je mange du pain avec du Nutella et du lait au chocolat. Je regarde la télé en même temps après. Je regarde des films, des comédies en tamoul. Je vis à Pondichéry. On voit des rues qui sont écrites en français. Ici, la plage, elle est juste à côté. Qui n'a pas déjà été tenté de tricher au moins une fois dans sa vie à un jeu ou un contrôle ? Personne. Mais avec le temps, on réalise que tricher, c'est pas cool. Il vaut mieux être honnête, même si on n'est pas le meilleur. On pourrait croire que ça vaut aussi pour les adultes, mais non. Chez le constructeur automobile Volkswagen, par exemple, on ne s'est pas gêné pour tromper, truquer et tricher. Mais pourquoi donc ? Et quel est le rapport avec l'environnement ? Des élèves de Strasbourg nous ont posé des tas de questions sur ce scandale. On tâche d'y répondre. Et des esclaves au monde musulman. Car on verra ici, les musulmans en échange, ils vendaient quoi, Kemal ? D'autres munitions. Pourquoi le président de Volkswagen a-t-il menti ? Depuis combien de temps ont-ils truqué les tests ? Eh bien, ça faisait déjà un moment que Volkswagen trichait puisque c'est en 2007 que le constructeur automobile a commencé à équiper ses voitures d'un petit logiciel capable de truquer les tests anti-pollution. Pour qu'une voiture puisse être vendue, elle doit d'abord passer toute une série de tests. Et on s'intéresse surtout à ce qui sort de son pot d'échappement. Grâce au logiciel, les voitures réussissaient les tests sans problème, alors qu'en réalité, elles polluaient bien plus que ce qui est autorisé. Volkswagen a menti tout simplement parce que ça coûtait moins cher d'installer un logiciel que de modifier les moteurs de ces voitures. Comment ont-ils fait pour découvrir le scandale ? Ce sont les chercheurs d'une université américaine qui ont découvert l'escroquerie. Ils ont alerté les autorités américaines qui ont ouvert une enquête et révélé une sacrée fraude. 11 millions de voitures ont été équipées du logiciel tricheur, un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Et ça va coûter très cher à Volkswagen. D'abord parce que le constructeur allemand va payer plusieurs milliards d'euros d'amende. Ensuite parce que beaucoup de clients ne feront plus confiance à la marque qui du coup va sans doute vendre beaucoup moins de véhicules. La pollution automobile est-elle importante dans le monde ? Aujourd'hui, les moteurs sont, paraît-il, de plus en plus propres. Mais le problème, c'est que le nombre de voitures augmente sans arrêt. Du coup, les automobiles représentent un quart des émissions de CO2, un gaz à effet de serre qui est, vous le savez, le principal responsable du réchauffement de notre planète. Les voitures polluent donc énormément, mais il y a pire. Le charbon qu'on utilise pour produire de l'électricité ou les gaz qui sont rejetés dans notre atmosphère par les usines. Comment les voitures pourraient-elles moins polluer ? Comment fonctionneront les voitures lorsqu'il n'y aura plus de pétrole ? Pour l'instant, l'immense majorité des voitures fonctionnent toujours avec de l'essence ou du diesel, mais d'autres solutions existent. D'abord, la voiture électrique. Une simple prise de courant et hop, la batterie se charge. Et puis surtout, la voiture de demain. Elle fonctionnera grâce à une pile ultra moderne qui permettra de faire des centaines de kilomètres comme une voiture normale, mais sans rejeter de gaz polluants dans notre atmosphère.
Et ces voitures, on en a vraiment besoin, car si nous continuons à polluer autant, bientôt certaines espèces d'oiseaux risquent de disparaître. En Pologne, au bord de la mer Baltique, des scientifiques essaient de les protéger grâce à des filets. Vous vous demandez comment ? Regardez. Rassurez-vous, les oiseaux pris dans ces filets ne vont pas finir dans nos assiettes. Ils vont simplement être étudiés. On les équipe d'une bague pour pouvoir les identifier. Ensuite, ils sont mesurés sous toutes les coutures et puis pesés, avant, enfin, de retrouver la liberté. Ici, le plus ancien, c'est Jaroslav Nowakowski. Cela fait 55 ans qu'il étudie les oiseaux migrateurs. En peu de temps, ces oiseaux ont déjà évolué. La forme de leurs ailes s'est arrondie, car les oiseaux s'adaptent aux nouvelles conditions avec le réchauffement climatique, des villes toujours plus grandes et des forêts qui disparaissent. Chaque année, les oiseaux migrateurs sont comptés. On a constaté que beaucoup d'entre eux ne volent plus vers le sud pour hiverner à cause du réchauffement climatique. Du coup, leur voyage est plus court et pour ça, les ailes arrondies, c'est mieux. Par contre, si le climat se refroidissait brusquement, cela poserait un problème parce qu'avec leurs ailes arrondies, les oiseaux ne pourraient plus parcourir de longues distances. Les ornithologues essaient d'avertir les gens de cette évolution car plusieurs espèces d'oiseaux pourraient disparaître, parmi elles la mésange. Et nous aussi, nous prenons notre envol direction l'Inde. Vous vous en souvenez sûrement, Christelle est française, elle va donc dans une école française. On la retrouve en pleine leçon d'histoire où elle apprend pourquoi les Français étaient bien contents d'avoir une colonie en Inde pour s'approvisionner en coton, en soie et en épices. Les Français sont venus s'installer à Pondichéry et ils y ont fait du commerce. Ils ont créé un comptoir français. On a appris des choses sur Pondichéry, par exemple des quartiers chrétiens, des quartiers hindous, des quartiers musulmans. Moi, je suis dans le quartier chrétien. Ce quartier-là, vous savez comment on l'appelle ? Comment on l'appelle exactement ? La ville blanche, voilà, d'accord ? Parce que c'était occupé par les Européens, les Français. Pondy, ma chérie, dans l'avion qui m'emportait sous tes cieux, je croyais sur l'horizon nuageux voir se découper la trinité hindoue, Krishna, Ganesh et Vishnu. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les voitures polluent, mais il y a pire, le charbon. Nous en avons besoin pour produire de l'énergie, mais il n'est pas bon pour le climat. Pour sauver notre planète, il faut moins polluer. Au Cameroun, une entreprise montre le bon exemple. Elle a trouvé une source d'énergie plus verte que le charbon de bois. Nous sommes à Douala, la plus grande ville du Cameroun. Le marché vient de se terminer. Des montagnes de feuilles de maïs et d'autres déchets recouvrent les rues. Les feuilles, Alphonse et Cédric les récupèrent. Pas pour les jeter, mais pour en faire du charbon bio. Tout d'abord, elles doivent être séchées. Ça se passe ici. Nous les mettons dans le séchoir à une température de 105 degrés et au bout de quelques minutes, elles sont sèches. Ensuite, tout est brûlé pour obtenir une poudre noire. On mélange cette poudre avec quelques ingrédients, puis on la presse pour en faire ce que l'on appelle des pellets. Ce charbon bio est meilleur pour l'environnement que le charbon classique et il fournit plus d'énergie. Au Cameroun, on consomme énormément de charbon, surtout pour faire la cuisine. Martial l'a adopté. Je préfère ce charbon parce que le charbon écologique, c'est un très bon charbon. C'est économique et ça ne fume pas et ça chauffe très bien, ça cuit aussi bien l'aliment. Avec ce charbon bio, les inventeurs veulent aussi sauver les forêts de Douala. Car ici, au Cameroun, de nombreux habitants produisent leur charbon à partir de bois. Du coup, cela menace l'environnement. Malheureusement, il manque encore beaucoup d'argent à cette entreprise pour développer ce beau projet. Ils mangent des petits cochons et même des grands-mères. Aujourd'hui encore, dans notre imaginaire, le grand méchant loup reste la bête féroce du petit chaperon rouge. C'est oublier que pendant près de 100 ans, il n'y avait presque plus de loup chez nous en Europe. Il y a quelques années, il a fait son retour à pas de loup, mais ce n'est pas du goût des éleveurs qui voient leurs brebis se faire dévorer. Cet été, leur colère a été telle que le gouvernement a décidé de tuer 36 loups.
En Italie, il y a 5 fois plus de loups, mais les choses se passent mieux car les bergers ont appris à vivre avec le prédateur et les artistes en profitent pour lui tourner autour. Vallée de la Chisonne à côté de Turin. Stefano est vidéaste amateur. Dès qu'il a le temps, il monte ici, au-dessus de 2000 mètres. Depuis un an, il filme une meute de loups qui s'est installée sur ce territoire. La meute est composée de 5 louveteaux et de 4 adultes. J'ai réussi à les filmer du mois d'août l'année dernière jusqu'au mois de mai. C'est un animal fascinant. Quand tu le vois, ça te secoue. Et puis c'est un bel animal. Il a un regard qui captive. Cette meute s'est installée juste au-dessus du troupeau de Fulvio le berger. Chaque soir, il enferme les brebis qui viennent d'avoir des agneaux à côté de son habitation. Une clôture électrique les protège d'attaques éventuelles du carnivore. J'ai vu 4 loups. C'était au mois d'août, vers le 10 août. Ils encerclent les brebis. Parce que le loup, tu sais, et il y en a un qui arrive en haut, l'autre arrive en bas, et ils attaquent. À la différence des bergers de la vallée, aucune bête de Fulvio n'a été tuée depuis 5 ans. Chaque matin, il va retrouver le gros de son troupeau, 1500 brebis et quelques chèvres. Son assistant a dormi à côté des animaux pour les protéger. Quand le loup est arrivé ici il y a un peu plus de 20 ans, le berger a perdu plusieurs brebis dévorées par les loups. Depuis, il s'est adapté. Au fil du temps, les choses ont changé. Tu t'y habitues. Nous avons pris un chien. Petit à petit, nous avons commencé à travailler différemment, mais c'était plus fatigant. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait tuer tous les loups. Ça sera aux hommes de gérer ces carnivores, parce que sinon ce travail dans la montagne ne sera plus possible. Quand un loup mange une brebis, les bergers touchent de l'argent, ils sont indemnisés. Mais en Italie, ils reçoivent moins qu'en France. Les éleveurs ont donc intérêt à bien surveiller leurs troupeaux, même s'ils réussissent à mieux vivre avec les loups. Partons une dernière fois en Inde, où après l'école, Christelle apprend une danse typiquement indienne, celle de Bollywood. 1, 2, 3, on garde la main ici, 5, 2, 3, 4. Ma professeure s'appelle Anandi. Je fais la danse Bollywood. Pour les films anglais, on dit Hollywood, mais là, on dit Bollywood. Bollywood, ça vient de Bombay. 1, 2, 3, 4, 5. Tout pareil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas vraiment de chansons dans les films anglais, mais dans tous les films indies, il y a des chansons. Et on sourit. On prend des chansons des films indies et avec ça, on danse la danse Bollywood. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, Arte Journal Junior, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h35 à la télé ou dès la veille sur Internet. C'est Caro qui aura le plaisir de vous retrouver. Et dimanche prochain, vous aurez rendez-vous avec Franck. Moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!